Salut à tous et bienvenue à cette vidéo otaku des nouveautés manga. Je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter donc toutes les sorties au Québec des nouveaux mangas. J'ai eu des très belles lectures cette semaine, j'ai des très belles choses à vous présenter, je pense que vous allez aimer mon programme. Alors deux sorties très attendues, notamment Les Carnets de l'apothicaire qui avaient été retardés, qu'on attendait depuis très longtemps, et Shy, également très attendu. J'ai la suite de Sky High Survival, j'ai un manga cyberpunk, j'ai une dystopie super intéressante. J'ai La Légende du Roi Singe Sayukiden qui est entre autres la même inspiration que celle de Dragon Ball. Et puis deux productions américaines super intéressantes. Alors sans plus tarder, allons-y. Je vais commencer donc avec ma sortie la plus attendue de la semaine, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Pourquoi c'était une sortie attendue? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Magus of the Library ou Bright Stories, ce genre de livres, ou encore La Petite Faiseuse de livres, L'Imprimerie des sorcières. Tout ça, c'est des livres qu'on peut un petit peu comparer dans le style au Carnet de l'apothicaire. On est donc sur des graphismes très beaux avec une histoire shonen, mais un petit peu bohème, si vous voulez. C'est ce genre d'histoire qu'on aime vraiment beaucoup chez Otaku. Alors, dans Les Carnets de l'apothicaire, on va suivre Mao. Mao qui est une jeune fille issue d'un milieu pauvre et qui va en fait être kidnappée. Et suite à son kidnapping, elle est vendue au palais impérial comme servante. Alors là, elle se retrouve à être une servante de bas étage, on va dire, dans le palais impérial de Beijing. Mais Mao n'est pas une servante comme les autres parce que elle a une formation d'apothicaire et elle est passionnée de chimie, de pharmacie, de trouver des remèdes, de soigner les gens. Et en fait, ses compétences vont pouvoir lui amener un certain succès, on va dire, à la cour, parce qu'il va se passer un événement que je ne vous révélerai pas aujourd'hui, qui va faire en sorte que on va avoir besoin de ses compétences d'apothicaire. Et suite à son succès en tant qu'apothicaire, elle va un petit peu taper dans l'œil de la haute bourgeoisie, des gens importants à la cour, et elle va devenir la suivante personnelle, la plus intime de l'une des favorites de l'empereur. Alors c'est vraiment une grosse montée en grade pour elle, même si tous ces côtés, alors il y a un côté très complot, hein, intrigue de cour, etc., lutte pour le pouvoir, tous les complots un peu en douce, les bruits de couloir. Puis alors Mao, ça l'intéresse, mais alors pas du tout. Mais par contre, dans le fait de prendre du grade comme ça, elle voit d'une part le fait d'arrêter de faire le ménage puis la lessive toute la journée et d'être prise pour une esclave, mais elle voit aussi le fait de pouvoir pratiquer sa passion. Alors ça va être un peu l'occasion pour elle de finalement vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, même avec ce travail un peu qu'elle trouvait un peu dégradant vu sa condition première. Alors comme vous voyez, le dessin est super beau, très beau graphisme, il y a beaucoup de détails. Ça se passe au palais impérial de Chine, donc un setting un peu différent de ce qu'on voit dans les mangas d'habitude, même si c'est très manga, hein. Vous verrez qu'à la lecture que on n'est pas du tout sur un manhwa, on est vraiment sur un style manga très prononcé. La seule différence, c'est que ça se passe en Chine. Quand même une partie suspense aussi, fait que vraiment c'était une sortie très attendue, Les Carnets de l'apothicaire, et ça valait le coup d'attendre, parce que vraiment pas déçu, une très belle lecture. Alors, je vous remontre la couverture, ça s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. Je continue avec une suite, la suite de Sky High Survival qui s'appelle Next Level. Alors certains en ont peut-être entendu parler depuis un moment, c'est une série qui court, qui est terminée en 20 ou 21 volumes si je me rappelle bien. Et puis elle vient de sortir sur Netflix, fait qu'elle connaît un espèce de regain de popularité. Donc Next Level, c'est vraiment la suite. On reste dans le monde de Sky High Survival. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un monde rempli de psychopathes qui veulent tous vous massacrer les uns après les autres. Mais la particularité de ce monde, en fait, c'est que ça se passe dans une espèce de ville en ruine, comme si c'était dans un futur apocalyptique, et que chaque bâtiment est relié par un pont suspendu. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Donc chaque bâtiment est relié par un pont suspendu comme vraiment en haut du toit des buildings, ce qui fait que c'est, et voilà, il y a comme des échelles et tout ça pour passer d'un building à l'autre, fait que c'est comme, faut pas avoir le vertige. C'était très impressionnant, moi j'avais beaucoup aimé ça dans la première série de Sky High, le côté avec les plans en plongée qui faisait qu'on avait toujours le vertige et on avait toujours l'impression qu'on allait juste tomber avec le héros. Fait que cette partie-là était très bien faite.
elle est un petit peu moins soutenue dans la suite. On a moins ce côté vertige, passer d'un building à l'autre. On est vraiment plus dans le jeu survival. Donc, on suit un jeune garçon qui se retrouve téléporté dans ce monde-là. Et puis comme c'est en habitude des jeux vidéo, il se dit tout de suite, ok, peut-être que je suis dans un isekai, peut-être que je me suis téléportée dans un autre monde, puis il faut que je comprenne comment ça fonctionne, alors allons-y. Fait que là, il réagit vraiment comme s'il était dans un jeu vidéo, en se disant, ok, elle, c'est le personnage qui va m'expliquer ce qui se passe dans le jeu, ok, lui, c'est le méchant, lui, c'est... etc. Fait qu'il attribue des rôles aux personnages à chaque fois. Et puis, luttant pour sa survie, donc évidemment, il va se retrouver, comme dans la première série Sky High, poursuivi par des psychopathes masqués qui veulent le découper ou le trancher avec à peu près tout ce qui existe dans ce monde. Et voulant se défendre, il va trouver un fusil, une espèce de fusil mitrailleur, et ce fusil va un petit peu fusionner avec lui par l'intermédiaire de cet alien, un peu à la manière de Parasite. Et lui donner certains pouvoirs. Alors voilà, il y a quand même quelques plans sympas, comme vous pouvez le voir ici. Il va donc vite rencontrer quelqu'un qui va devenir probablement son adjuvant, mais peut-être aussi, on ne sait jamais trop dans ce genre de choses, est-ce que la personne est un adjuvant ou est-ce qu'elle va se retourner contre le héros et qu'elle va juste chercher à le tuer pour son propre intérêt. Est-ce que c'est aussi bon que la série originale? Pas forcément. Alors moi je suis pas une fan de suites, en général les suites je trouve que c'est toujours un peu édulcoré. Il y a des suites qui font exception et qui sont extrêmement bonnes. Celle-ci va pas faire partie des exceptions et j'ai pas trouvé ça aussi intense. Autant Sky High Survival m'avait presque donné des cauchemars à tel point c'était vraiment bien fait dans l'horreur, autant là on est sur une version un petit peu plus édulcorée, un petit peu plus plate on va dire. Donc c'est Sky High Survival Next Level. Alors je vais passer à la légende du roi singe, donc c'est Sayukiden. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir le titre parce qu'il est juste écrit en version, voilà, on va le mettre comme ça, vous allez mieux pouvoir voir. Alors déjà, bon, on est sur un grand format de chez Pika Graphics, qui sont toujours des super belles éditions. Vous voyez, juste en voyant le cover, que les designs vont être juste à tomber, et effectivement, plus on ouvre, et plus on se rend compte que les designs sont juste complètement magnifiques. Donc pourquoi je faisais le parallèle avec Dragon Ball, c'est que la légende du roi singe, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'une des légendes chinoises qui a inspiré notamment l'histoire de Dragon Ball, donc c'est la pérégrination vers l'ouest, un peu manois dans le style parce que c'est en couleur, mais on est vraiment sur un auteur japonais, avec un storytelling japonais, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'influence, outre le fait que ça raconte une légende chinoise et que c'est pas une histoire originale, créée par son auteur, mais en fait la grosse influence pour moi c'est vraiment la BD de fantasy européenne. Pour ceux qui aiment ce style là, par exemple les Landfuss de Troyes ou ce genre de choses, je sais pas si je le prononce bien parce qu'en fait je suis pas une lectrice de BD, je suis vraiment une lectrice de manga, peut-être que je l'ai mal prononcé et que je m'excuse auprès des fans, mais on est vraiment dans ce style là, donc vous voyez des personnages qui vont vraiment, et des univers qui vont vraiment ressembler à ce qu'on trouve dans la BD de fantasy européenne. Alors ça fait que moi j'ai moins accroché, mais c'est vraiment une question de goût. Ça veut pas dire que c'est pas bien fait. Il y a beaucoup d'action. Tout n'est pas forcément dit, on est vraiment sur du seinen dans le sens où on n'a pas une bulle qui va expliquer chacune des actions, mais il faut vraiment prendre le temps de décortiquer toutes les cases. On retrouve un petit peu le lien avec le manoir, et lui-même dit avoir été fortement influencé par Moebius, donc c'est là qu'on va retrouver le lien avec la BD européenne. C'est un one-shot, et c'est plus graphique que intéressant au niveau de l'histoire, mais par contre voilà, l'histoire, moi, m'a pas comme bouleversée complètement, mais par contre, à chaque fois que je tournais une page, j'étais comme « Oh my god, c'est juste tellement magnifique !» C'est quand même très très impressionnant. Puis en plus, on retrouve les origines de Dragon Ball, fait que c'est quand même très très cool. Donc c'est Sayukiden, je vous le remets comme ça pour que vous voyez bien, Sayukiden, la légende du roi singe en one-shot. Je vais passer sur de la science-fiction dystopique, mais qui n'a pas des allures de science-fiction. C'est Le Siège des exilés. On est dans un Japon futur où une maladie est apparue et a fait en sorte que les femmes n'enfantent presque plus d'enfants masculins. Donc la plupart du monde est devenu tout simplement des femmes. Donc les hommes sont des êtres choyés et conservés dans des laboratoires pour servir uniquement à la reproduction. Donc, ceux qui ont lu le manga historique
dystopique également, Le Pavillon des Hommes, vous allez peut-être retrouver une certaine prémisse là-dedans. Puis on retrouve un petit peu le style de graphisme très très épuré qu'on avait aussi dans Le Pavillon des Hommes. Mais au niveau du storytelling, on n'est pas du tout sur le même type d'univers. On est vraiment dans cet univers futuriste, alors que Le Pavillon des Hommes était vraiment situé dans le Japon médiéval. Et donc on suit en fait toute une gang de filles qui se sont exilées, qui se sont sorties de cette ville. Comme on est dans un univers de science-fiction, mais forcément, comme dans la plupart de ces univers-là, cet univers des villes est très contrôlé. Donc c'est un peu le Big Brother is watching you, tout est contrôlé, tous les faits et gestes de chacun sont enregistrés, et il n'y a vraiment aucune liberté individuelle. Et il y a une certaine tranche de la population qui refuse ça, et qui donc s'est exilée dans des bidonvilles à l'extérieur de la ville. Et qui vit un petit peu comme elles peuvent. Et dans ce bidonville se cache un homme qui va être un de nos héros, qui lui aussi a refusé ce destin d'être juste un procréateur. Les relations entre les personnages sont super intéressantes. Vous avez pu voir que le design est juste magnifique, c'est très très réaliste comme type de design. Alors on se croirait un petit peu aussi dans Gun, vous savez, avec les gens qui vivent dans la décharge, puis qui voient ces gens en haut qui sont riches, mais qui ne sont pas libres. On suit certains personnages qui vivent de l'autre côté, dans la vraie vie, entre guillemets, mais qui sont un petit peu prisonniers de ça. Et qui vont à la fois critiquer les gens qui vivent dans les bidonvilles, puis à la fois les envier, à la fois essayer de les rejoindre, de profiter un petit peu de cette liberté. Fait que c'est très tranquille, c'est pour ça que je comparais aussi à Bright Stories, qui n'est pas du tout un manga dystopique, mais c'est dans la façon dont l'histoire est racontée, on rejoint un petit peu ce côté Bright Stories avec toute une plateforme très communautaire, et on rejoint aussi le côté science-fiction dystopique à la Gun, à la Alita, avec tous ces questionnements sur l'humanité et sur l'avenir de l'humanité, puisqu'évidemment on va parler de procréation, de reproduction, donc c'est quand même super important aussi. Ça va être une série qui va être terminée en 2 volumes seulement. J'ai beaucoup aimé le premier volume, j'attends le 2e volume avec impatience. Par contre, j'espère que l'auteur va avoir le temps de suffisamment développer son histoire. J'ai un petit peu peur que ça reste trop en surface avec le tome 2, mais à voir, je vous en donnerai des nouvelles. Donc c'est Le Siège des Exilés. J'en arrive maintenant à 2 productions américaines, et puis ça c'est quand même assez rare que ça nous arrive, des productions américaines qui sont dans le style manga ou carrément manga, puis qui sont traduites en français. Donc c'était assez exceptionnel d'en avoir 2 back-à-back la même semaine. Puis alors c'est 2 productions extrêmement différentes. Le premier c'est Grimoire et Sorcière. Alors c'est une auteure américaine d'origine russe, je vais lire son nom parce que je suis toujours incapable de le prononcer. C'est Svetlana Shmakova, et elle dessine avec un style très très manga. Alors on est sur une BD vraiment adolescente, voire même préadolescente, un peu à la Harry Potter. Donc on est dans un monde où il y a des humains, puis il y a des sorciers qu'on appelle des Wyrn. Et ces Wyrn, en fait, le principe, c'est qu'ils ont tous un familier qui est un espèce de petit animal fantôme qui peut leur permettre d'obtenir des pouvoirs. Et tout ça se passe dans une école de magie. Alors c'est pas une école de magie féerique à la Harry Potter, c'est beaucoup plus réaliste. On a vraiment l'impression de se prendre pour un ado qui a lui aussi des pouvoirs, puis qui va à l'école. On va un côté toujours aventure, puisque ces ados, étant des ados, ils vont toujours chercher à un petit peu désobéir à ce qu'on leur a dit, puis à franchir les limites, à franchir les barrières. Il y a un manoir qui est abandonné depuis longtemps proche de l'école, au fond d'une grande forêt. On leur a toujours dit que ce manoir était hanté, puis qu'il fallait surtout pas aller dans le manoir. Puis bien évidemment, vous vous en doutez, sinon il n'y aurait pas d'histoire, ils vont désobéir et ils vont aller dans le manoir. Et donc il va y avoir toute une enquête pour essayer déjà de comprendre ce qui se passe dans ce manoir, parce qu'effectivement il y a des phénomènes surnaturels qui se produisent, et puis en même temps de conjurer le sort, parce que ça va leur amener pas mal de mauvaises surprises. Donc ça s'appelle Grimoire et Sorcière, c'est une production américaine, c'est un comics, mais avec une twist très très manga dans le dessin comme vous avez pu voir, puis aussi dans la manière dont c'est raconté. Puis ma deuxième production américaine, donc Devenir japonaise, et c'est écrit par Mari Naomi, qui est une auteure en fait d'origine japonaise mais américaine. Donc Mari Naomi, elle est issue de la 3e génération d'immigrés japonais, elle vit à San Francisco.
depuis toujours. Et ce qui se passe, c'est que sa mère a toujours, donc elle est de mère japonaise et de père américain, et sa mère a toujours un peu occulté ses origines japonaises. Fait qu'elle ne lui a pas appris à parler japonais, elle lui a rien appris de ce qu'était la culture japonaise. Alors c'est une autobiographie, hein. Vous allez voir avec un design très roman graphique. Ça s'apparente presque à de la BD québécoise dans la manière dont c'est dessiné puis raconté. Et donc en fait Marie Naomi à un moment donné elle a eu envie de renouer avec ses racines, de pouvoir parler à sa grand-mère en japonais, la grand-mère qui vivait aussi aux États-Unis, à San Francisco, mais elle n'était pas capable de parler avec elle parce que fallait toujours, la grand-mère ne parlait pas anglais, fait que c'est toujours sa mère qui faisait la traduction. Alors elle a envie de pouvoir parler avec sa grand-mère, elle a eu envie de découvrir le pays de ses ancêtres, de partir au Japon, mais en parlant japonais. Alors Marie Naomi. Fait que super intéressant, vraiment très cool, beaucoup d'humour, j'ai comme explosé de rire comme plein de fois pendant le livre, c'est vraiment super drôle la façon dont c'est raconté, elle a beaucoup d'autodérision en fait cette auteure. Et puis ce qui est drôle c'est que en fait c'est intéressant, ça fait un peu aussi, comme soit québécois, soit BD européenne, c'est le fait que en fait chaque page a comme un titre, comme si c'était un épisode, alors qu'en fait tous les épisodes mis bout à bout, c'est une histoire qui se suit. Donc super intéressant de voir la manière dont un immigrant veut renouer à un moment donné avec ses racines quand il en a été coupé. Donc je trouve que c'est une BD qui est très actuelle et vraiment très intéressante. Donc c'est Devenir japonaise par Marie Naomi, une production américaine. Je continue avec un livre que j'ai beaucoup aimé en fait, ça s'appelle Skilled Fast, c'est un global manga, donc c'est pas écrit par un auteur asiatique, c'est écrit par un auteur occidental. Alors Skilled Fast, c'est un manga cyberpunk. Donc on retrouve un peu ces univers futuristes, mais pas trop futuristes, de telle sorte qu'on peut se retrouver à l'intérieur de ces univers-là, comme si c'était notre société qui a légèrement évolué, très légèrement. Et puis toujours avec une trame assez désespérante, en fait assez sombre, un portrait très sombre de l'humanité. Donc dans Skilled Fast, on suit une société dans laquelle chaque personne peut vendre ses skills, ses compétences. Et il y a une compagnie qui a en fait cumulé toutes les compétences de l'humanité et qui les revend et on peut les acheter puis se les faire implanter pour acquérir cette compétence très rapidement, en fait instantanément, via des réfractaires à cette technologie, forcément. Et notamment ce personnage-là qui va être notre grand méchant de l'histoire. Alors ce personnage se fait appeler No Skill, il n'utilise pas de Skilled Fast, qui est cette technologie pour acquérir des compétences. Et il tourne des vidéos qu'il met sur YouTube où il kidnappe des gens qui ont des compétences, qui ont acquis ces compétences en les achetant, il leur enlève la puce de manière à ce qu'ils ne puissent plus se servir de ces compétences, il les enferme pendant 15 jours pour voir s'ils vont survivre avec de la nourriture, tout ce qu'il faut, mais plus ces compétences qu'ils avaient acquis et qui leur permettaient de satisfaire leur ego ou de gagner leur vie ou tout simplement d'avoir une vie plus facile. Fait qu'il leur dit, regarde, maintenant là, tu vas vivre avec juste les compétences qui t'ont été données à la naissance, puis celles que tu as acquises par ton travail et par ta motivation, par ta persévérance, et vas-y. Puis la plupart des gens en fait finissent par se suicider avant moins de 15 jours. Il est recherché par la police, alors on va le suivre lui, puis on va suivre aussi la brigade de policières qui le recherche, puis on va suivre un détective privé qui va être engagé par SK Corp, qui est la compagnie qui a mis au point cette technologie du Skilled Fast afin de le retrouver. Alors, est-ce que c'est le retrouver pour le punir et l'envoyer en prison? Est-ce que c'est le retrouver pour profiter de lui sous un autre angle? Évidemment, ce sera jamais clair, puis probablement que ça va être un des dénouements de l'histoire. C'est une série qui va être terminée en 3 tomes. Le côté enquête est très développé, puis le côté aussi réflexion sur la technologie d'aujourd'hui est très développé aussi, puis c'est ça que j'aime dans les œuvres cyberpunk. Même si au niveau des dessins, c'est pas forcément super élégant, l'histoire est très bien construite et très bien racontée, donc félicitations à cet auteur occidental. Donc ça s'appelle Skilled Fast. Puis mon dernier titre de la journée, également très attendu, moi j'attendais vraiment avec impatience, c'est Shy. Alors Shy, on a le volume 1 et le volume 2 qui sont sortis en même temps, puis Shy c'est aux éditions Kana et c'est un petit peu le My Hero Academia au féminin.
Alors on suit un monde futuriste dans lequel il y a des super-héros qui représentent en fait chaque pays. Donc chaque pays a son super-héros qui le protège. Et puis ils sont tous assez représentatifs hein, de la nation de laquelle ils viennent. Et Shai, elle, c'est la super-héroïne du Japon. Et puis, comme son nom l'indique, elle est extrêmement timide. Timide à tel point qu'elle passe sa vie à se demander si elle est vraiment digne d'être une super-héroïne. Alors on est vraiment sur un manga shonen, neketsu, aventure, vraiment dans l'action, dans les pouvoirs magiques, dans la fantasy, ça bouge. On a une personnage qui est vraiment super attachante, qui commence par être une super-héroïne, oui, mais quand même pas super compétente, on va dire. Et on la trouve un petit peu douteuse au début, puis elle a... oups, j'ai failli vous montrer une image qui spoil, il faut surtout pas faire ça. Ah mon dieu. Elle a quand même une qualité qui va faire que elle va devenir une héroïne probablement super puissante. Une série qui a beaucoup de potentiel, qui pourrait être un très gros succès. Je vous encourage vivement à la découvrir si vous aimez tout ce qui est aventure, magie. Et si vous êtes un fan de My Hero Academia, probablement que vous allez aimer Shai aussi. Donc tome 1 et 2 sortis en même temps. Et voilà, c'était donc ma dernière sortie de la semaine. Alors si je devais conclure cette vidéo par mes coups de cœur puis mes flops de la semaine, alors en coup de cœur, en fait j'en ai beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette semaine-là. Coup de cœur, Shai, définitivement, c'est un succès, c'était très attendu, puis c'est très réussi tant au niveau des graphismes qui sont très solides qu'au niveau de l'histoire qui va nous attacher de bout en bout quand on aime le style shonen neketsu. J'ai également beaucoup aimé Skill Fast que j'avais dans mes coups de cœur pour son côté cyberpunk très très réussi et son scénario qui se tient de bout en bout. J'ai dans mes tops également Devenir japonaise, je vous encourage vivement à le lire, mais pour tous ceux qui aimeraient plutôt la tranche de vie, l'autobiographie, etc. Et puis encore deux autres, en fait c'est ça, la plupart sont vraiment coup de cœur. Les carnets de l'apothicaire, vraiment excellents, les designs, on fait juste s'ébahir à chaque page de la précision dans les dessins et de l'inventivité de notre héroïne Mao pour trouver toujours des potions qui vont guérir tout le monde. Et puis le siège des exilés, j'ai beaucoup aimé le côté sci-fi qui est comme toujours dans la sci-fi manga, relié à un côté critique de société qui est super intéressant. Avec beaucoup de coups de cœur, mon flop de la semaine, c'est clairement Sky High Survival Next Level, parce que déjà Sky High Survival devait se terminer en 10 tomes à la base. Ils ont étiré la sauce jusqu'à 21 volumes, ce qui était déjà quand même vraiment étiré. Donc là, je trouve que de réétirer avec une deuxième série dans le même monde mais moins intense, donc en fait tout est moins bien fait que dans la première série. Pour moi, c'est le flop de la semaine. Mais comme vous voyez, une très très belle semaine de lecture. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir les nouveautés manga du moment. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous en avez lu certaines, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, est-ce que vous avez les mêmes coups de cœur que moi ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo puis à vous abonner à notre chaîne YouTube Otaku Manga Lounge. Merci beaucoup à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.